Avec mes amis, il y a un jeu auquel on adore jouer. C'est le jeu qui s'appelle Tu préfères. Vous savez, c'est ce jeu dont les règles, ma foi, sont assez simples, consiste à poser une question qui commence, comme son nom l'indique, par Tu préfères, dans le but de faire rentrer son adversaire dans un dilemme ou tout du moins lui faire prendre une décision qu'il n'aura jamais à prendre de toute sa vie. Et un jour, un ami m'a posé la question suivante. Est-ce que tu préfères vivre jusqu'à 40 ans avec la vie de Justin Bieber ou bien vivre jusqu'à l'espérance de vie normale en France, mais conserver ta vie actuelle? Alors, je n'ai pas tout de suite compris le dilemme dans cette question. Pourquoi est-ce que je vendrais 30 ans de ma vie, voire peut-être 40, pour avoir la vie de Justin Bieber? Comme si la vie de Justin Bieber valait 30 ou 40 ans de la mienne. Alors, pour mieux comprendre, je lui ai posé la question. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu as choisi Justin Bieber? Tu penses vraiment que sa vie est meilleure que la mienne? Alors, ne me jugez pas, parce que ce n'est pas moi qui parle à ce moment-là. Bah oui! Qu'est-ce que tu crois? Il est beau, riche, talentueux, et beaucoup de gens l'aiment. Ah bon? Ça veut donc dire que sa vie est meilleure que la mienne? Bah oui, gros, respecte! Et là, le grand réveil. Il avait l'air tellement sûr de lui qu'il ne pouvait pas avoir tort. C'est donc ça. La réponse à la question « Comment réussir sa vie ?» c'est être riche, beau, talentueux et faire en sorte que beaucoup de gens nous aiment. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Évidemment qu'il avait tort. Évidemment. Alors, plutôt que de rentrer dans un débat stérile avec cet ami, j'ai préféré trouver un contre-exemple. Pourquoi est-ce que tu m'as demandé si je voulais prendre l'avis de Justin Bieber et pas, je ne sais pas moi, Kurt Cobain ou Dalida par exemple? Alors, je suis vraiment désolé d'utiliser des exemples aussi sinistres, mais Dalida, elle était riche, elle était belle, talentueuse, et beaucoup de gens l'aimaient. Et beaucoup de gens l'aiment encore. Et pourtant, elle aurait même écrit « Ma vie est insupportable, pardonnez-moi » avant de mettre fin à ses jours. C'est quand même malheureux pour une personne qui chantait vouloir mourir sur scène. Alors, cette glauque analogie nous mène à un questionnement. Kurt Cobain, Dalida, on peut tout à fait penser qu'ils ont plutôt bien réussi dans la vie. Mais peut-on pour autant considérer que leur vie a été une réussite? Alors, entre parenthèses, si je suis ici aujourd'hui, c'est certainement pas parce que je suis riche, beau, talentueux et aimé par beaucoup de monde, comme Dalida ou Kurt Cobain, mais c'est encore moins pour vous présenter une de mes créations ou de mes découvertes. À vrai dire, je crois que je serais même difficilement capable de produire quoi que ce soit qui ait un rapport avec ce pourquoi j'ai été formé. Et même, plus fort que ça, je crois que j'ai plus appris au cours de ma formation à me vendre qu'à faire ce que je prétendais savoir faire quand il s'agissait de me vendre. Non, je rigole. Non, en réalité, j'en ai appris des choses pendant ma formation. En fait, j'ai quand même été un profil assez prisé dans les entreprises. Mais ça, c'est parce qu'à chaque fois que je me retrouvais en entretien et qu'on me demandait « Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être ingénieur ?» Alors, en génie civil, accessoirement. Je répondais quelque chose comme « Parce que je rêve de participer à la construction de ce monde, et non pas à sa destruction. » C'était le plus bel argument, à peu près honnête, que j'ai trouvé pour justifier mes choix. Et c'était sincère. J'avais réellement envie de participer à la construction de ce monde. Quoi qu'il en soit, je sais que cette volonté ne réside pas seulement en moi. Je sais que beaucoup de gens se retrouvent dans cette volonté-là. Et même, encore plus fort que ça, je suis certain que cette volonté réside au moins inconsciemment en chacun d'entre nous. Enfin, malgré tout ça, grâce à cette phrase percutante, cette punchline, comme on dit, j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs expériences professionnelles. Des expériences avec des salaires attrayants, dans des bureaux prestigieux et promettant des perspectives d'évolution comme on rêve d'en avoir tout au long de nos études. Mais jusqu'alors, toutes ces expériences professionnelles m'ont seulement montré ce qu'était réussir dans la vie au sens commun du terme, pas ce qu'était réussir sa vie. Est-ce que vous comprenez l'analogie avec Kurt Cobain et Dalida maintenant?
mais qu'on s'interroge sur réussir dans la vie ou réussir sa vie, il faut s'interroger sur ce que l'on fait durant la vie. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Voilà une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? D'ailleurs, généralement, quand on pose cette question à quelqu'un, notre interlocuteur va répondre sa profession. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ingénieur, avocat, médecin, électricien, horloger, plombier, boulanger, boucher. C'est significatif de la place qu'a le travail dans nos vies. Alors, j'ai dû réaliser un constat évident. À titre personnel, il a fallu effectivement que je me pose la question sur ce que je voulais faire dans ma vie, ce que je voulais faire durant ma vie. Je savais au moins une chose, je voulais participer à la construction de ce monde. Ce qu'il y a de paradoxal, c'est que j'avais beau être ingénieur en construction, rien ne m'a donné l'impression de réellement participer à la construction de ce monde. En fait, initialement, je voyais mon futur métier comme une source de plaisir, de fierté et d'estime de soi. Malheureusement, j'ai subi une sorte de désillusion. En fait, j'ai eu l'impression qu'en tant qu'ingénieur, tout ce qu'on nous demande, c'est de trouver les solutions les plus rapides, rentables, optimales, efficaces, économiques. Mais dans quel but? Gagner notre vie? Alors pendant longtemps, je me suis dit que c'était face au besoin de gagner ma vie qu'il fallait que je travaille. Et je suis content d'avoir compris suffisamment tôt que j'avais tort, et même pire, que j'étais en danger. Parce que le travail est indispensable, oui, pour répondre aux besoins humains. Parce que travailler, avant tout, c'est participer à la production des réponses aux besoins des humains. En fait, le lien de causalité, par définition, c'est on a des besoins qui ne peuvent être produits que par le travail, donc on travaille, et donc par conséquent, on gagne notre vie. Et non pas l'inverse, à savoir, on a besoin de gagner de l'argent, donc on travaille, et donc on participe à la création des réponses aux besoins des humains. Enfin, bien que beaucoup de travaux ne participent pas réellement à la production des besoins des humains. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, j'ai dû réaliser justement un constat à ce moment-là. J'allais devoir prendre sur moi une grosse partie de ma vie, du lundi au vendredi, pour m'adonner à un travail qui ne m'intéresse pas. Et encore une fois, je n'étais pas le seul. Beaucoup me disaient, mais c'est normal, tu es jeune, patiente, peut-être qu'un jour tu finiras par trouver ton bonheur dans ce métier. Alors, ce qu'on me demande, c'est d'attendre que mon bonheur arrive peut-être un jour, avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas par hasard que l'idée de travail est souvent associée à l'idée de souffrance. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs que le mot travail lui-même était employé en ancien français pour désigner un tourment, une souffrance justement. Et que l'étymologie du mot travail viendrait du latin tripaliare, qui signifie torturer avec ça. Le tripalium. Alors, ce n'est plus d'actualité, me direz-vous. Eh bien si, vous répondrai-je. Eh oui, parce que j'ai vu dans une étude de l'Institut Gallup que 87% des personnes qui travaillent dans le monde ne se sentent pas impliquées par leur travail. Et même d'après l'Observatoire du stress au travail, 52% des travailleurs présenteraient un niveau élevé d'anxiété. Et 24% de ce même panel de travailleurs présenteraient un état d'hyperstress, c'est-à-dire un état de stress tellement élevé qu'il peut avoir un impact direct, négatif, sur notre santé. Alors tout ça, c'est le fruit de nombreux facteurs. Concurrence avec les collègues, qui dégrade les relations sociales au sein de l'entreprise, ou même le travail qui est mal prescrit par les managers, qui ont souvent tendance à confondre les notions de charge de travail et de volume de travail. À cela peuvent s'ajouter le management des objectifs, l'évaluation des résultats, ou alors le conflit de valeurs avec notre travail, ou la perte de sens de notre travail. Alors tout ça, ce n'est pas des arguments que j'emploie à titre personnel, c'est les psychologues qui l'ont dit. C'est des psychologues qui ont travaillé sur ça. Mais par contre, ces choses-là sont pour tout ou partie des choses que j'ai ressenties. Alors quand je me levais le matin pour aller au travail, le travail devenait vite un pensum, une nécessité besogneuse pour gagner ma vie. On ne s'étonne même plus de l'absence de regret de nos collègues qui quittent nos entreprises pour des offres plus alléchantes. D'où d'ailleurs le fort turnover au sein des entreprises, qui est une tare pour la perte des compétences au sein de ces mêmes entreprises. Mais je répondrai à ces collègues qu'ils ont tort de penser qu'en cherchant une meilleure rémunération,
ils arrivent à guérir ce mal-être au travail. On a tendance à croire que quand on se sent mal dans l'entreprise dans laquelle on travaille, on va chercher une entreprise concurrente chez qui on va avoir un meilleur salaire pour guérir ce mal-être au travail, chez qui on en aura marre de travailler. Donc, on va chercher une entreprise chez qui on aura un meilleur salaire, chez qui on en aura marre de travailler, et encore, et encore, et encore, et encore. En fait, c'est un peu comme si on cherchait la tomate la plus rouge et la plus grosse dans un champ de carottes. Et le mal-être au travail coûte de l'efficacité et de la productivité aux entreprises. Ça, c'est des choses que j'ai appris pendant ma formation. Qu'on ne se mente pas. Personne ne donne le meilleur de soi-même quand son bien-être n'est pas assuré au travail. Et avec l'avènement du numérique, les tâches de travail prennent une dimension de plus en plus pénible. En fait, avec l'automatisation des moyens de production, combinée à l'organisation scientifique du travail, non seulement de nombreux métiers ont disparu, mais en plus, la pénibilité a augmenté pour ceux qui ont survécu. Alors, on a tendance à croire qu'en faisant des études et en occupant des postes de cadre ou de manager, on fuit cette pénibilité. Malheureusement, avec les intelligences artificielles, même des processus cognitifs comme la créativité, le raisonnement ou le calcul sont remplacés par des machines. On pourrait se demander si les ordinateurs ne seraient pas en train de remplacer les bureaux du futur en usines du passé. Et puis, les frontières disparaissent avec Internet. Moi-même, je me suis retrouvé à me rendre au bureau en pleine nuit pour faire des affaires avec des entreprises situées à GMT plus 10 ou plus 12. Et on abuse des moyens de communication digitaux. Combien de fois un manager m'a envoyé un mail alors que son bureau était situé à, je ne sais pas moi, 6, 7 mètres du mien pour me demander de corriger tel ou tel point sur un PowerPoint, sur un Excel ou sur un plan. Mais bon, vous comprenez, c'est pour économiser du temps. Et le pire, c'est que du temps, on n'en économise même pas vraiment. Au contraire, la gestion du temps de travail est un fléau pour les entreprises. Encore une autre anecdote, le nombre de fois où je me suis retrouvé à avoir une tâche de travail à 17h30, à rendre pour le lendemain, à la première heure au client, alors même que j'ai passé ma journée à m'inventer des choses à faire. Ou le nombre de fois où mon avancée dépendait de celle de mon manager ou d'un collègue à moi, qui prenait 1 ou 2 jours à arriver. Et encore une fois, je n'étais pas le seul. J'ai vu dans une étude publiée par Workfront que le travailleur moyen passe seulement 39% de sa journée à réellement travailler. Le reste est consacré à lire des mails, surfer sur les réseaux sociaux, se rendre à des meetings inutiles ou se consacrer à des tâches administratives, par exemple. Et le pire, c'est qu'on passe un temps conséquent de nos vies au travail. Je me suis amusé à calculer le temps, en tout cas la part de temps, qu'un cadre donne pour son activité de travail. D'après la CGT, un cadre passe en moyenne 44,1 heures par semaine au travail, ce qui correspond, peu ou prou, à 8h50 de travail en moyenne. Alors attention, dans ce chiffre-là, ne sont pas comptées 7 heures de déjeuner ou 7h30 de déjeuner, où finalement on va faire que de parler de travail avec nos collègues. D'après des chiffres de l'INSEE, on passe en moyenne 1h30 par jour dans les transports pour nous rendre au travail. En plus de ça, je me suis permis d'ajouter un chiffre qui me tenait à cœur, qui est, vous savez, cette heure entre le moment où on quitte son lit et le moment où on quitte son domicile. Alors pour moi, c'était 1 heure à peu près de préparation. C'est important parce que, à titre personnel, j'avais vraiment l'impression de travailler à partir du moment où mon réveil sonnait. Tout ça combiné, ça nous fait 11h20 de temps de notre vie à l'échelle d'une journée qui sont consacrés à notre activité de travail. Alors si on retire du reste, vous savez, ces 7 heures de sommeil qui sont nécessaires mais insuffisantes d'après l'Institut national sommeil et vigilance, il ne nous reste plus que 5h40 de temps libre. Ça correspond à même pas 23% de notre temps à l'échelle d'une journée. Vous savez, c'est ce temps qu'on utilise pour préparer à manger le soir, ou pour regarder le dernier épisode de Game of Thrones, ou, vous savez, pour voir cet ami
avec qui on s'était juré d'aller boire un verre, mais qu'on n'a pas fait depuis des mois parce qu'on manque de temps. Ou même ce temps pour apprendre cet instrument qu'on s'était juré d'apprendre le jour où on aura du temps. Ou encore plus simplement que ça, ce temps qu'il nous reste pour prendre soin de notre famille. C'est tout bête dit comme ça, c'est une vérité toute simple, mais on a tous les mêmes 24 heures dans une journée. Donc ce ratio, temps hors du travail divisé par temps total, a un dénominateur qui changera pour personne, même pour tout l'or du monde. Pour information, à l'échelle d'une semaine, en ajoutant les week-ends, ça ne monte pas à plus de 36%. On nous dit que c'est pour le progrès, mais je ne suis pas certain que l'humain progresse sur cet aspect-là. Donc maintenant, il ne nous reste plus que deux solutions. Soit on augmente ce numérateur en passant plus de temps hors du travail, sans oublier les chiffres que j'ai cités précédemment. 39% de notre temps est consacré à réellement travailler. Et 52% des travailleurs sont dans un état élevé d'anxiété. Ou alors, mieux que ça, on s'adonne à une tâche de travail qui nous passionne et qui est bon pour nous et pour la société. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. D'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai toujours pas dit ce que je faisais dans la vie. Alors, moi, dans la vie, j'adore la musique, j'adore la danse, j'adore le théâtre, j'adore le cinéma. Quoi? C'est ce que je fais dans la vie, non? Mais s'il y a une chose que j'aime par-dessus tout, moi, dans la vie, c'est les gens. Moi, j'aime comprendre les gens, leur parler, les écouter, leur poser des questions pour connaître leur vie, leurs expériences. Alors, je sais ce que vous vous dites. Ouais, c'est un illuminé. Mais moi, au moins, j'ai conscience de ce qui me passionne et j'ai conscience de ce que j'aime et j'ai décidé d'en faire mon métier. Ah oui, mon métier. J'ai décidé d'être prof. Je suis professeur, enseignant. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le métier qui rend les personnes les plus heureuses. Effectivement, particulièrement en France, où la situation des profs mérite une certaine réflexion et de toute urgence, selon moi, au risque de subir une grave crise de l'enseignement. Mais ça aussi, c'est un autre sujet. Mais au moins, j'ai résolu plusieurs problèmes. Le premier, c'est le sens de mon travail. Le deuxième, c'est le conflit de valeurs avec mon travail. Parce que, après tout, s'il y a bien une ressource durable dans l'histoire de l'humain, c'est bien le savoir. Et participer en donnant mon temps à la multiplication du savoir à nos futurs concitoyens, somme toute, ou enfin à nos co-humains, après tout, il n'y a rien de plus gratifiant, de plus épanouissant. Ça, c'est vraiment pas du gâchis de temps. Et puis, bon, je passe peut-être pas beaucoup moins de temps à travailler, mais au moins, j'ai beaucoup plus de liberté pour le gérer. Ça fait d'ailleurs très longtemps que je n'ai pas entendu une personne me dire « Tiens, tu prends ta demi-journée quand je quitte à 17h30 ». Et ce temps est du temps bien employé, bien usé. Je n'ai jamais été aussi stimulé sur un point de vue cognitif qu'à l'idée de chercher des solutions, des exercices, des méthodes, des discours pour transmettre les notions d'analyse, de calcul, de raisonnement à nos futurs concitoyens, à nos co-humains. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être prof de maths. Parce que les mathématiques permettent tout ça et permettent d'expliquer beaucoup de choses. Et en tant qu'ingénieur, je crois être bien placé pour le savoir. Je ne prétends pas avoir trouvé la solution au bonheur dans le travail, mais en tout cas, mon expérience a été une réussite. Et en aucun cas, j'aimerais donner au travail une image de simple moyen de souffrir. Au contraire, le travail peut être, et même selon moi doit être, une source de plaisir, de fierté et d'estime de soi. Je pense qu'il faut qu'on s'emploie beaucoup plus à réaliser ce que nous aimons et à aimer ce que nous réalisons. Parce que finalement, l'amour de ce que l'on fait nous incite à donner du temps à le faire. Et le fait de donner du temps à le faire, c'est ça qui nous rend excellents dans ce que l'on fait. Et après tout, l'excellence, c'est ça qui nous permet de réussir nos vies. Merci beaucoup.